Bonjour. Aujourd'hui, on va avoir un débat sur la problématique pour ou contre les manipulations génétiques embryonnaires et la sélection artificielle des embryons. Et pour l'équipe contre, on a Tanguy et Sandrine. Et pour l'équipe pour, on a Jamal, Yann et Adeline. Et pour Adèle. Et pour et on va commencer par les 8 minutes d'argumentation, puis 4 minutes de réplique et 4 minutes de réputation. Et l'équipe pour va commencer. Bon. Donc le 10 avril dernier, Robert Edouard, qui a gagné un lauréat du prix Nobel de médecine en 2010 pour ses recherches sur la fécondation in vitro, et est mort le 10 avril dernier. Et donc c'est lui qui a inventé la technique révolutionnaire afin de créer des bébés éprouvettes. Parmi la première naissance de Louise Joy Brown en 1978. Donc en fait, c'est un processus de procréation médicalement assistée qui repose sur la fécondation de gamètes hors de l'utérus. C'est pour ça qu'on appelle bébé éprouvette. Et aujourd'hui, cette technique a permis la naissance de plus de 4 millions d'enfants et le développement de nouveaux procédés liés à la manipulation génétique embryonnaire. Et donc la FIV ou fécondation in vitro donne aux généticiens la possibilité d'effectuer un dépistage préimplantatoire. Ça permet de sélectionner les embryons présentant des tares génétiques comme le gène responsable de la trisomie 21 et les éliminer avant l'implantation dans l'utérus. Et cette technique a été mise en point en 1989 en Angleterre et a commencé à être utilisée au Québec en 1990. De plus, le docteur Paul Serra de l'Université College of London Hospital a même pu détecter le gène responsable du cancer du sein chez un embryon en 2009. Et une autre application de la fécondation in vitro est le transfert d'ooplasme. On extrait l'ovaire d'une mère stérile, puis on lui injecte du cytoplasme d'ovaire d'une mère fertile donneuse, ce qui a pour vertu de rendre l'ovaire plus fécondable. Donc ça fait partie dans la manipulation génétique d'embryons. Ok. Donc la sélection d'embryons et la manipulation génétique embryonnaire permettent à certains parents de procréer. C'est un de ses avantages. Deux techniques pour cela. Premièrement, les parents stériles, les parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ont recours à la fécondation in vitro, la FIV. Pour ces techniques, on conçoit un embryon à partir de l'ovule et du sperme du couple. Ensuite, l'embryon, après 3 à 6 jours, on prélève des cellules une de ces cellules et on analyse son ADN. Ceci permet de détecter des trisomies ou des gènes qui sont déformés et qui peuvent créer un avortement chez la femme. Donc ça permet à certains couples d'éviter les avortements et de procréer. Selon Gail Woolette, directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines, à la loterie génétique, certains parents sont particulièrement malchanceux. Elle dit, et je cite, « Le but du TPI, c'est d'éviter des interruptions de grossesse. Quand des parents sont passés 3 fois par le dépistage prénatal et qu'ils tombent toujours sur un bébé atteint, ils pensent très sérieusement au DPI. DPI, c'est dépistage préimplantatoire, c'est-à-dire diagnostic. Non, c'est dépistage préimplantatoire. Donc, ça évite les avortements thérapeutiques à répétition. Deuxièmement, le transfert d'ooplasme, ça permet également à certains couples de procréer. Cette technique demande de prélever un ovule chez une femme, comme Yann l'a expliqué. On injecte du cytoplasme d'une femme donneuse et cela permet à l'ovule de devenir fécond. Et on peut utiliser cette technique dans beaucoup de cas. Et l'enfant qui va être né ne va pas avoir d'ADN de la mère porteuse. Il va avoir juste des ADN de la mère qui n'était pas féconde au début et du père. Il va avoir un ADN mitochondrial, mais cet ADN va être modifié par la suite par des processus naturels. Et finalement, l'enfant va avoir juste les gènes des 2 parents.
Donc c'est une technique qui est quand même assez avancée. Et, donc encourager la recherche embryonnaire et les manipulations génétiques, ça permettrait la résolution de nombreux problèmes de santé et ça pourrait éviter des avortements pour des couples. C'est un désavantage. Puis à développer. Donc, comme Jamal l'a dit, la sélection d'embryons permet d'éviter de nombreuses maladies génétiques qui touchent des familles depuis des générations. C'est d'ailleurs ce que dit Stéphane Ville, qui est un chercheur praticien hospitalier à Strasbourg, qu'on peut, grâce à cette technique, réduire le nombre de maladies graves comme la mucoviscidose et effectivement permettre de réduire le nombre d'avortements. Mais ce n'est pas la seule utilisation qu'on peut faire de cette technique. On peut aussi s'en servir pour soigner des enfants qui sont déjà nés mais qui ont besoin d'une implantation de cellules souches, donc du cordon ombilical, de donneurs compatibles. Donc dans ces cas-là, les familles qui ont des enfants qui sont atteints de maladies très graves, génétiquement transmissibles, qui risquent potentiellement de mourir très jeunes et qui ont besoin de suivre des traitements toute leur vie, peuvent avoir recours à ce genre de technique pour pouvoir avoir un deuxième enfant qui pourra, grâce à l'implantation de cellules souches, sauver l'enfant malade. Donc c'est ce qui s'est passé pour un couple d'Anglais. Leur fils, Charlie, est atteint d'une maladie très grave, c'est le Black Diamond Anemia. C'est une forme d'anémie relativement rare et très ravageuse. En fait, ça nécessite des traitements très douloureux. Et Charlie, qui est atteint de cette maladie, risquait de mourir avant 30 ans. Sauf si on lui implantait des cellules souches venant d'un donneur compatible. Donc les parents avaient déjà essayé d'avoir un autre enfant compatible, mais ça n'avait pas marché, donc ils ont décidé d'avoir recours à ce genre de technique qui permettait la sélection d'embryons et d'avoir une certitude que l'embryon sera compatible avec Charlie et qu'il ne soit pas lui-même atteint de cette maladie qui est génétique. Donc pour ce faire, les chercheurs prélèvent une cellule du morula de l'enfant une fois que la fécondation a été effectuée. Donc c'est l'embryon à 8 cellules, ils analysent la cellule. Et si la cellule ne présente ni la maladie génétique et est compatible avec Charlie, alors il la réimplante dans le ventre de la mère, pouvant ainsi... donc il la réimplante dans le ventre de la mère et lors de l'accouchement, les médecins vont récupérer du sang du cordon ombilical pour pouvoir sauver Charlie. Et donc ici, ça a fonctionné. Donc un bébé qui s'appelait Jamie est né, compatible avec l'enfant, qui a pu sauver le petit garçon. Et ainsi, Charlie n'a plus besoin de subir les traitements. Pour rajouter qu'aujourd'hui, sur les 15 pays les plus développés d'Europe, 12 autorisent aujourd'hui le DPI et 9 autorisent le tapage HLA, c'est la création de bébés sauveurs comme Adèle a dit, et 5 autorisent le choix du sexe de l'embryon. Il y a également beaucoup de demandes au niveau du Québec. La faculté, au centre de reproduction de McGill, c'est le seul qui offre ce service. L'attente est d'1 à 2 années et on y réalise quand même 60 DPI par an. Donc là, on va passer à l'équipe contre. Depuis très longtemps, l'homme a voulu avoir le contrôle de son patrimoine génétique et pouvoir l'améliorer. Aujourd'hui, 2 voies s'envisagent pour l'homme. Tout d'abord, une qui est réalisée aujourd'hui, qui est le diagnostic préimplantatoire, qui consiste à enlever une cellule, un embryon à 8 cellules pour effectuer un séquençage du génome de cette cellule pour pouvoir éliminer les cellules qui auraient des maladies génétiques. Mais la pratique du diagnostic préimplantatoire est aussi effectuée par exemple aux États-Unis pour choisir le sexe, la couleur des yeux ou la couleur des cheveux. Au Québec, le diagnostic préimplantatoire est utilisé seulement à des fins médicales depuis 2000 et est encadré par la loi de 2004 sur la procréation médicalement assistée et la recherche connexe. En France, il est aussi utilisé seulement à des fins médicales. Ensuite, on peut imaginer dans l'avenir de pratiquer la transgénèse sur les êtres humains, ce qui est déjà pratiqué couramment chez les végétaux.
Mais des manipulations génétiques humaines ont des risques très importants. Tout d'abord, si on implante un gène par transgénèse, on l'implante de manière non spécifique dans le génome, c'est-à-dire au hasard, de manière non sélective à un endroit. Donc on peut imaginer qu'insérer un gène n'importe où dans le génome pourrait perturber l'activité de d'autres gènes qui sont vitaux pour l'espèce humaine. Ensuite, un gène n'a pas une seule fonction, mais bien plusieurs fonctions. Un gène s'exprime dans plusieurs caractères. Par exemple, le gène NR2B qu'on a implanté chez des souris, qui possèdent déjà ce gène, mais en des copies plus nombreuses, ça a augmenté les capacités de mémoire des souris et leur aptitude à apprendre plus rapidement. Donc, l'homme possède aussi le gène NR2B. On pourrait imaginer d'implanter le gène NR2B chez l'homme pour augmenter la mémoire des hommes et leur capacité à apprendre rapidement. Sauf que l'expression du gène NR2B, quand il est en plusieurs copies, s'accompagne d'une sensibilité accrue à la douleur. Donc, seriez-vous prêt à effectuer des manipulations génétiques sur vos enfants pour qu'ils soient supposément plus intelligents si ça les rend aussi plus sensibles à la douleur? Ensuite, de même, un seul caractère n'est pas l'expression d'un seul gène, mais bien de plusieurs gènes. Donc, il est très peu probable qu'on puisse isoler un gène qui augmente le QI de votre enfant de 20 points. Il faudrait agir sur une combinaison de gènes, ce qui implique que les manipulations seraient très risquées et très complexes. Ensuite, le diagnostic préimplantatoire qui est pratiqué couramment aujourd'hui présente lui aussi de nombreux risques. En fait, on ne connaît pas aujourd'hui les effets qu'a enlever une ou deux cellules à un embryon à 8 cellules parce que cette pratique est couramment utilisée depuis à peu près une décennie et il est trop tôt pour connaître ses effets à long terme. Ensuite, les manipulations génétiques et la sélection d'embryons pourraient avoir des conséquences économiques importantes et des conséquences économiques et sociales assez importantes. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, ces pratiques coûtent très cher. On estime qu'aux États-Unis, une pratique du DPI coûte environ 3 550 $, mais puisqu'elle doit être combinée avec l'usage de la fécondation in vitro, cela reviendrait à environ 11 000 $. Ce qui fait que cette pratique est offerte seulement aux gens aisés et riches aujourd'hui. Ensuite, ça indique que seuls les riches ont accès à une amélioration physique de leurs enfants par la sélection de la couleur des yeux, de la couleur des cheveux et du sexe. On peut imaginer que dans le futur, avec la transgénèse, les couples aisés et riches aient aussi l'option de choisir des traits de caractère ainsi que des capacités, des talents particuliers et donc créer des enfants qui non seulement seraient améliorés physiquement, mais émotionnellement et mentalement. Donc dans le futur, on pourrait... Donc on aurait si donc les riches pouvaient se permettre ce genre d'avantage pour génétique, ça ferait une sorte de division pour ceux qui ne sont pas avantagés génétiquement et ceux qui le sont. Et ça ferait donc que ceux qui ne le sont pas auraient un double désavantage, c'est-à-dire qu'ils sont désavantagés socialement et en plus désavantagés génétiquement, alors que ceux qui ne le seraient pas seraient doublement avantagés. Donc ça rendrait donc les inégalités humaines beaucoup trop fortes. Et ceux qui seraient défavorisés n'auraient plus aucune chance de réussir en société. De plus, tout ce problème, toutes ces applications de manipulation génétique donnent lieu à des débats aussi moraux. Par exemple, l'application qui consiste à faire des bébés médicaments, donc qui a déjà été expliqué, c'est aussi un moyen, c'est aussi faire naître un enfant qui est en quelque sorte qu'un outil. Par exemple, Jamie Whitehacker, dont Adèle a parlé, n'était à la base pas prévu. À la base, il voulait s'arrêter avec 2 enfants, c'est le nom qu'ils avaient. Et donc, le dernier enfant est né comme un outil. Il y a aussi, par exemple, la question, par exemple, la clinique 23andMe, qu'on a vu en cours de SVT québécois, où ils proposaient la couleur des yeux et tout ça, etc. Dans le formulaire pour faire un enfant,
il est question de l'enfant qui coûterait le moins cher possible en frais médicaux, etc. Ce qui revient à traiter les enfants en simples investissements dont il faut réduire le coût. Et cette méthode de choix génétique et de sélection embryonnaire devient un véritable commerce. Donc on est véritablement en train de jouer, d'acheter des vies et de les revendre le plus ou moins cher possible. Ensuite, il y a un autre problème qui est celui de donner le pouvoir aux parents de choisir l'identité de leur enfant. Ce qui est complètement absurde parce que les parents, à partir du moment où ils font un enfant, ils donnent naissance à une vie et non pas à un objet qui est ce qu'ils désirent. C'est-à-dire que c'est pas comme quelque chose dont ils sélectionnent selon leur goût. Ils ne sélectionnent pas un enfant qu'ils vont avoir à la clinique. Donc, les deux parents qui remplissent une feuille de choix, à mon sens, deux parents qui remplissent une feuille de choix sur la personnalité, enfin pas sur la personnalité, mais sur l'apparence physique de leur enfant ressemblent tout à fait à deux enfants qui sont en train de choisir le tout nouveau modèle de poupée Barbie pour Noël, à mon sens. Et donc, enfin, il y a un dernier problème qui est celui de l'eugénisme. Sélectionner les meilleurs embryons possibles pour qu'ils ne soient pas atteints de maladies génétiques ou de maladies génétiques revient en quelque sorte à éliminer tout de suite ceux qui seraient pas capables de vivre le plus longtemps possible, ce qui est en quelque sorte rébutant parce que un humain peut avoir le droit de vivre même s'il ne vivra pas longtemps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vie qui vaut mieux que l'autre, même si on vit 30 ans ou même si on vit 80 ans. Celui qui vit 30 ans a autant de droit de vivre que celui qui a 80 ans. C'est pas parce que ses parents décident qu'il faudrait qu'il vive le plus longtemps possible qu'il faudrait l'accepter. De plus, les derniers eugénismes, c'était celui du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis il faudrait être assez sage pour ne pas y revenir. Donc, la sélection et la modification du génome voudront faire de l'humain un surhomme, et elles corrompront sa nature, mais cela, c'est le rabaisser. Merci. Bon, là, on va passer aux 4 minutes de réplique avec l'équipe pour. Alors, tout d'abord, vous avez dit qu'insérer un gène spécifique dans un gène pour effectuer un gène spécifique dans une portion des gènes pour effectuer des troubles dans le génome des humains. Et les implantations et les manipulations également pour effectuer de la douleur chez les sujets et tout. Eh bien, premièrement, les manipulations génétiques, les laboratoires ont la technologie pour effectuer ces manipulations génétiques, mais la plupart refusent d'utiliser ces manipulations pour l'instant. Ça n'existe pas sur les humains, en tout cas. Ils ne les utiliseront pas s'ils ne sont pas sûrs que ça ne va pas effectuer de mal sur les sujets. Donc il y a une sévère réglementation sur les manipulations génétiques qui va permettre aux généticiens de ne pas dépasser en quelque sorte les bornes. Et ensuite, vous avez dit qu'il y avait des conséquences économiques importantes, mais au Québec, l'ADPI est gratuite et ça permet à plein de parents d'éviter que leurs enfants aient des maladies transmissibles génétiquement, et ça leur permet également de procréer naturellement, enfin artificiellement, mais de façon que leur enfant ait les mêmes gènes qu'eux. Ensuite, et le gouvernement aide ces compagnies comme le Centre de McGill il leur donne des subventions pour qu'ils puissent effectuer ces DPI et qu'ils les offrent à la population de façon gratuite ou moins coûteuse, du moins. Et pour ajouter qu'est-ce que dit Jamal, il y a aussi la fécondation in vitro, que vous dites qui fait partie du coût. Elle est remboursée en France pour les 4 premières essais. Et au niveau de ce que Tanguy a dit au propos de l'eugénisme, ce n'est pas vraiment, c'est considéré encore comme un embryon et non un fœtus. Donc on a encore le droit, c'est comme si tu disais que, on a encore le droit de le détruire, c'est comme si tu disais que tu étais contre l'avortement, dans un sens, parce que c'est juste 8 cellules à ce stade-là. Et quand on parle de détruire des embryons, lorsqu'on fait une fécondation in vitro, ça implique une création d'embryons surnuméraires qui vont eux aussi être détruits
sans qu'il y ait pour autant sélection artificielle des embryons. Donc de toute façon, aujourd'hui même, lorsque l'on parle de fécondation in vitro, il y a ce côté-là qui est impliqué. Et pour revenir à ce que Tanguy a dit encore sur Jamie, l'enfant qui a été créé, il s'avère que en fait, les parents ne voulaient pas 2 enfants, mais 4 enfants. C'est d'ailleurs un de leurs arguments qu'ils avaient pour pouvoir se faire accepter, pour qu'on accepte leur demande auprès de tous les communés qui se chargent de faire ces demandes. Parce qu'il est évident qu'une demande comme celle-ci va être extrêmement regardée. Les parents vont suivre des tests psychologiques. Et il arrive dans certains cas que si les parents sont aptes à s'occuper d'un enfant mentalement malade à cause d'une maladie génétique, ça soit refusé, ce genre de technique soit refusé. Et il s'avère également que Jamie, qui est donc le petit frère de Charlie, est très heureux, il s'est dit plus proche de son frère grâce à ce rôle qu'on lui a donné. Donc il a déjà un sens et il sait très bien qu'il est aimé même pour lui et pas seulement pour avoir été pas seulement pour avoir sauvé Jamie. On ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas empêcher l'évolution du monde génétique seulement pour des critères éthiques. Et de toute façon, c'est le comité national consultatif d'éthique qui crée en France, par exemple, les règles concernant ce genre de technique. Merci. Donc là, on va passer à l'équipe contre. Donc, je pense tout d'abord qu'il est important de ne pas confondre la fécondation in vitro et les techniques que nous avons citées pour sélectionner des embryons et faire des manipulations sur les embryons. Parce que oui, la fécondation in vitro permet à des couples non fertiles d'avoir des enfants. Mais manipuler les embryons et sélectionner les embryons n'a aucune incidence sur le fait de pouvoir avoir des enfants ou non. C'est simplement dans un but d'améliorer l'enfant qu'on aura éventuellement. Parce que oui, on considère, ou bien à des fins thérapeutiques. Sauf que, où est-ce qu'on place la limite entre les fins thérapeutiques que vous avez citées comme des points extrêmement positifs, je l'admets, mais où est la limite entre amélioration et thérapie? Si on définit une maladie comme un dysfonctionnement au sein un dysfonctionnement qui fait qu'un organe du corps ne peut pas fonctionner correctement. Si un jour on découvrait que l'homosexualité relevait d'une mutation d'un gène qui était anormal chez l'homme et qui faisait qu'un gène ne fonctionnait pas correctement avec l'allèle normal, est-ce que alors ça devrait être permis de sélectionner les embryons pour leur orientation sexuelle? Je ne pense pas que ça soit une utilisation pertinente du DPI, même si on pourrait, dépendant de la définition qu'on prend d'une maladie, utiliser ça à des fins thérapeutiques. Ensuite, en utilisant le DPI pour éliminer des embryons, on n'est pas en train de réduire les maladies sur la Terre ou de sauver des vies. On est simplement en train d'empêcher les gens qui auraient ces maladies d'exister. Comme dans le cas du gène du cancer du sein, ce gène augmente les chances d'avoir le cancer du sein, mais ne garantit pas que la personne aura le cancer du sein. Et donc, est-ce qu'on s'est vraiment progressé de décider que l'option de peut-être prendre ses chances d'avoir le cancer éventuellement et de se battre contre le cancer pour survivre, qu'on devrait simplement abandonner cette option et juste empêcher d'exister tous les gens qui pourraient éventuellement développer le cancer. Yann, tu as dit que j'étais contre l'avortement. Non, c'est pas le cas, mais je suis contre le fait qu'on puisse choisir ce que l'on peut avorter. C'est-à-dire que on pourrait avorter dans le cas où on ne veut pas avoir d'enfant, mais on ne devrait pas pouvoir avorter de ceux que l'on ne désire pas, parce qu'une vie n'appartient pas aux parents, en quelque sorte. Et ensuite, pour le cas de Jamie, donc de la dame, tu nous fais justement le beau tableau du cas de Jamie, mais justement c'est un cas, et il y en aura d'autres qui seront différents,
qui donneront un jour naissance à des bébés médicaments qui seront bien malheureux, parce qu'ils ne seront que des outils faits pour sauver quelqu'un. Ensuite, tu dis qu'on ne peut pas stopper l'avancement de la génétique pour l'éthique, pour les débats éthiques. Mais enfin, je trouve que c'est quand même faux, parce que les débats éthiques, malgré tout, sont ceux qui sauvegardent en quelque sorte notre dignité en tant qu'espèce. Et qu'on le veuille ou non, les débats éthiques est certainement le plus important de tous les débats concernant la génétique. Ensuite, j'aimerais rajouter que si on pratique autant on utilise autant de méthodes pour que les femmes qui ne peuvent pas procréer puissent avoir des enfants. Merci. Donc là, on va passer aux 4 minutes de réfutation avec l'équipe pour. Donc, en ce qui est des débats éthiques, il est clair que c'est un débat qui est particulièrement important, et c'est d'ailleurs pour ça que la réglementation qui entoure toutes ces pratiques est extrêmement importante et ne permet pas aujourd'hui, dans la plupart des pays, de sélectionner les caractéristiques physiques des enfants. C'est le cas par exemple de l'Allemagne, du Danemark, de l'Espagne et de la France. Donc la réglementation reste très importante et ne permettrait pas la plupart des débordements qui sont au cœur du débat éthique. De plus, si on peut considérer que certains bébés médicaments seront malheureux à cause de leur rôle, on peut aussi considérer que certains enfants malades seront malheureux parce que les parents ont décidé de laisser le hasard décider du fait que si les parents auraient décidé de laisser le hasard prendre en main leur destin et potentiellement pouvant les tuer. Si la maladie est très grave, ça peut mener évidemment à la mort du patient. Et veut-on vraiment laisser son enfant mourir alors qu'on a une opportunité de le sauver grâce à des nouvelles techniques qui ne font mal à personne finalement, sans parler des caractéristiques physiques. Il est vrai que pour le gène responsable du cancer, c'est encore au niveau du stade de recherche. Donc plus tard, peut-être, on sera certain de l'influence de ce gène sur le cancer ou non. Mais tel que pour le cas de la trisomie 21, c'est obligatoire qu'il y aura bien un enfant qui va être sauvé de cette maladie en effectuant un test de prénatal sur les fœtus. Et aussi au niveau de... Donc, pour vous répondre à vos questions, je vais vous poser d'autres questions. Premièrement, de quel droit les parents ne pourraient-ils pas choisir que leur enfant soit sain? De quel droit les parents ne pourraient-ils pas choisir d'avoir des enfants à eux? Je pense qu'arrêter la recherche sur les embryons permettrait juste d'enlever une technologie qui pourrait vraiment permettre à des parents d'avoir tout cela. Ensuite, la limite entre la thérapie et l'amélioration, je pense qu'on devrait laisser cela à la réglementation. Ça dépend des pays. Peut-être qu'il y a des pays qui veulent que leur société soit plus améliorée. C'est une question de réglementation. Mais arrêter les recherches sur les embryons ne serait pas vraiment la meilleure solution, je pense. Oui. Juste pour ajouter que dans le cas de la fécondation in vitro, il y a plusieurs embryons qui sont créés. Donc je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de choisir parmi ces embryons lequel va vivre et lequel ne va pas vivre, alors que dans tous les cas, il y en a certains qui ne vont pas vivre à la fin de... Donc, pour conclure, si nous sommes en faveur de la manipulation génétique et de la sélection des embryons, c'est avant tout parce que cette pratique, au-delà de choisir les caractéristiques artificielles et d'améliorer l'individu, elle permettrait de sauver de nombreuses vies. Elle permettrait à des enfants de naître. Et à long terme, elle viendrait à bout de maladies génétiques qui représentent un fléau pour notre société. Certaines familles sont en effet touchées par plusieurs maladies, comme la Christie, comme la mucoviscidose. Et au-delà de choisir la couleur des yeux de son futur enfant pour prévenir certains handicaps physiques, la sélection de caractère physique
comme le nanisme ou le bec de lièvre ou de Beauce. Et si la sélection des caractères physiques pose des problèmes éthiques, ne pas venir en aide à un enfant en pose aussi. Merci. Donc là, on passe à l'équipe contre. Je veux bien. Oui, certes, le diagnostic préimplantatoire est couvert au Québec, mais c'est parce que la loi ne permet que de l'utiliser à des fins thérapeutiques et médicales. Donc, mais par sélection embryonnaire et manipulation génétique, et en pensant au futur, on va nécessairement vers l'amélioration. Et si on parle, il est couvert à des fins thérapeutiques, mais si on pouvait le pratiquer au Québec pour sélectionner le sexe, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, le gouvernement ne couvrirait pas ces procédures, comme il ne couvre pas des augmentations mammaires. Ensuite, oui, certes, la réglementation définit ce qui est permis ou pas. Sauf que la réglementation se base sur une définition qu'on donne à un phénomène. Donc, la limite entre amélioration et thérapie ne vient pas de la réglementation, mais vient de la définition sur laquelle la réglementation se base. Ensuite, pour les enfants, le cas des enfants médicalement. L'enfant, un couple a un enfant pour qu'il soit un parfait, qu'il puisse avoir les mêmes gènes et les mêmes allèles que son frère ou sa sœur pour le guérir. Imaginons que le frère ou la sœur malade ne puisse pas être guéri par son frère. Est-ce que vous voudriez mettre la responsabilité morale à cet enfant d'avoir été créé pour sauver son frère et de ne pas avoir réussi à sauver son frère ou sa sœur? Donc il est question de l'argument de tous les pays du monde ont une réglementation en faveur pour restreindre les débats éthiques de la manipulation génétique. C'est justement ce que vous voulez changer, donc ça ne peut en aucun cas être un argument pour vous. Et de plus, pour l'argument des enfants qui seraient malheureux si leurs parents avaient laissé le hasard leur donner une maladie. Mais je suis certain qu'il y aurait encore plus d'enfants malheureux, enfin d'adolescents plutôt malheureux, s'ils voyaient je sais pas, leur visage dû à un choix des parents. Par exemple, moi, je ne pourrais pas supporter ça, d'avoir le visage choisi par mes parents. Je ne considérais pas ce visage comme le mien. Et ensuite, de quel droit donc les parents ne pourraient-ils pas choisir leurs enfants? Mais de quel droit pourraient-ils le choisir surtout? Parce que de quel droit les parents peuvent définir une vie avant qu'elle naisse? De quel droit peuvent-ils mettre des barrières sur ce qu'ils veulent que leur enfant soit? Leur enfant est une vie à part et ils ne peuvent pas la définir avant même qu'elle naisse. Donc ce fléau que tu nommes si bien d'ailleurs, le fléau que la manipulation génétique changerait, ce fléau c'est la vie naturelle. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, pour conclure, une génération des manipulations génétiques et de la sélection des embryons sur l'humain aurait un impact tant au niveau humain, social ou moral. Ces pratiques ne conduiraient pas à une amélioration de l'espèce humaine, mais plutôt à une réduction de sa nature et ça compromettrait la nature humaine et la beauté du hasard dans la vie humaine. Donc là, on a fini le débat. Le public a ensuite la possibilité de soumettre 2 questions à chaque équipe, chaque question devant faire l'objet d'une réponse brève. Pour l'équipe contre, qui veut poser des questions? Ok. Alice? Mais pourquoi tu dis que les parents Contre. choisir? Non, mais Ok. on le prend en général, donc c'est bon pour le coup. Mais j'ai pas bien compris pourquoi tu dis les parents ils peuvent choisir, ils ont le droit de choisir ce que leurs enfants vont être. Non, j'ai dit, de quel droit les parents ne peuvent-ils pas choisir que leur enfant soit sain? C'est-à-dire que toi, tu es un parent et tu sais que tu as une maladie génétique
et tu ne veux pas la transmettre à ton enfant, de quel droit on te dirait non, cette avancée technologique, on peut pas te la donner, et donc tu peux avoir que des enfants malades génétiquement. Lui, il confond avec manipulation génétique. Oui, peut-être qu'ils peuvent choisir qu'ils aient des yeux bleus ou quoi que ce soit, mais tu as le droit de choisir que tes enfants n'aient pas de maladie. Lui, il parlait des manipulations génétiques. Lui, il parlait des manipulations génétiques. Mais justement, c'est le sujet. Manipulation génétique. Ok, Et ouais. manipulation. Mais la manipulation. Moi, je parle de la sélection, c'est-à-dire Camille a une sélectionner des question. embryons qui ne sont pas malades, en tout cas. C'est pour l'équipe contre, simplement. Vous avez, l'un de vos arguments, c'était les gens riches vont pouvoir sélectionner leurs enfants. Mais est-ce qu'on ne pense pas que c'est déjà un peu le cas, dans le sens où les gens riches ont accès à des soins médicaux Et justement, parce que les enfants qui naissent au cœur de familles riches sont déjà dès la naissance avantagés socialement, disons, du fait qu'à cause des moyens de leurs parents, ils pourront aller dans les établissements scolaires les plus réputés. Ils pourront avoir le monde en voyageant, avoir accès à des pratiques culturelles et sportives qui nécessitent des moyens. Donc déjà, ces enfants-là sont avantagés socialement. Mais si on imagine en plus qu'ils puissent être avantagés génétiquement, comme étant génétiquement plus beaux, plus intelligents, en ayant des capacités améliorées, on crée un double désavantage par rapport aux familles qui ne pourraient pas se permettre de telles améliorations. Moi, je voulais juste rebondir sur l'histoire justement de possibilité de développer des maladies, mais on parle justement de possibilité. Maintenant, je prends le cas de la trisomie. C'est une possibilité que l'enfant a de développer cette maladie-là. Il y a des maladies qui sont... Dans le cas de la trisomie, moi je prends l'exemple d'une amie qui s'était fait diagnostiquer que son enfant allait avoir la trisomie, mais finalement ça avait été une grosse longue discussion avec son mari pour savoir si justement il allait garder l'enfant, mais finalement il n'a jamais développé la maladie. Et ça reste un pourcentage de probabilité. Mais nous, on parle des maladies transmissibles génétiquement. Mais c'est ce qu'on... Mais ok, alors c'est transmissible génétiquement, c'est-à-dire que l'enfant naît avec la maladie. Bah oui, mais Si il a la maladie, parce que La trisomie, c'est une erreur de... La trisomie, il y a une chance que l'embryon développe la maladie, c'est-à-dire il y a une chance que l'embryon naisse avec la maladie. C'est-à-dire on sélectionne des embryons qui ne vont pas naître avec la maladie. Mais ce que je veux dire, et c'est pour ça que je voulais vous poser la question, en fait, est-ce que le fait que justement ça ne soit qu'une probabilité vient pas un peu... Mais le fait que ce soit qu'une probabilité peut pousser des parents à avorter, alors que en faisant le diagnostic prénatal, il n'y aurait pas cette probabilité, donc il y aurait beaucoup moins d'avortements pour ces causes-là. Mais dans le cas de la trisomie 21, c'est le chromosome, la paire 21 du chromosome qui a 3 chromosomes au lieu de 2. Donc on est certain qu'il y aura des complications par la suite. Non, mais c'est que par échographie, tu peux penser qu'un enfant est trisomique et en fait, c'est juste une probabilité. Et en quoi c'est Oui, différent mais de la sélection? nous on parle dans la sélection, que c'est pas juste une échographie, C'est une sélection des embryons à l'avance, on c'est-à-dire observe le quand il y a une cariotype. cellule. Ok, c'est juste pour Ça. clarifier ce point-là. Okay. Donc ça permet vraiment d'éviter des maladies génétiques. Parce qu'après, sur des possibilités pour diminuer le cancer, on s'entend que c'est aussi une possibilité de développer le cancer aussi plus tard. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est une question éthique qui est quand même particulièrement... avec les pincettes. Quand on regarde vraiment les probabilités d'avoir le cancer, par exemple le cancer du sein, si notre tante l'a eu, notre mère et notre grand-mère, il y a plus de 80% de chances de développer le cancer. Donc au final, c'est quand même... Oui, quand même bien avantageux. et pour des cas, par exemple pour la mucoviscidose, il y a vraiment beaucoup de chances que l'enfant développe et on peut vraiment sélectionner des embryons qui ne pourront pas avoir la mucoviscidose parce que c'est... Enfin, c'est pas des probabilités, c'est des probabilités de 50-50 carrément parfois. Mais est-ce Parce que que- 50-50, vous seriez prêt justement à faire un avortement, sachant qu'il y a quand même 50% de chances qu'il ne développe pas non plus? C'était toute Mais la entre- question éthique. Mais Mais- entre un, Est-ce que si vous êtes... Mais tu viens de dire 50-50, Jamal. mais Ok, entre un avortement et un choix d'embryon que lors de la fécondation in vitro vont quand même être détruits ou donnés à la science. Mais en tant que parent, est-ce que... Dans le cas du cancer, il ne va pas le développer à la naissance, il va le développer éventuellement aussi. Donc est-ce que vous êtes pour freiner une vie de 50, 60 ans? Mais on ne freine pas une vie, on choisit. On choisit une vie qui ne sera pas freinée, justement. Mais en tant que parent, vous serez prêt à prendre le risque d'avoir un enfant 50-50, un enfant malade ou un enfant sain pour un service qui est quand même gratuit?
Pour un service qui serait gratuit? C'est gratuit au Québec. Pour les maladies. Pas pour moi, les... Pas pour le cancer. Ben là, Non, si pour je les me maladies. permets- moi, Pas si pour je les me permets de maladies donner mon génétiques. opinion, je pense plus pour l'idée que non, je préfère laisser la nature choisir là-dessus. Ça dépend des parents. Mais je suis d'accord que ça ne dépend pas. On aurait peut-être le temps pour... désolé, il reste une question pour le contre. Mais en fait, j'ai bien aimé votre présentation. Par contre, lorsque vous reconnaissez au fœtus des droits, vous savez que selon l'état actuel de la Cour suprême du Canada, la décision d'Aigle contre Tremblay, on reconnaît uniquement des droits à l'enfant lorsqu'il est né viable. Donc, maintenant, est-ce que vous croyez que ça ne va pas dans un esprit contraire à la loi que de prétendre que le fœtus aurait des droits à être préservés ou devrait avoir une certaine sauvegarde par rapport à ça? Pour moi, c'était pas sur les droits du fœtus, mais c'était les droits du futur enfant plus tard à avoir sa propre identité et de pouvoir se choisir lui-même. Dans ce cas-là, est-ce que c'est pas le rôle du parent ou quelque chose qu'il accomplit à tous les jours lorsqu'il éduque son enfant, d'avoir une décision qui a un impact sur la vie de son enfant? Mais oui, je pense que l'éducation, déjà, les parents choisissent leur façon d'éduquer leurs enfants, mais si en plus les parents pouvaient choisir les traits de caractère, prédéfinir par exemple que leur enfant aurait une prédisposition à avoir un talent pour le violon parce qu'ils veulent un enfant violoniste, je pense que c'est dépasser simplement le cadre de l'éducation, mais c'est vraiment créer l'identité. Est-ce qu'il y a un danger à ça? Le danger, il est psychologique. Comment? Vous plairiez, vous, dans un rôle que vos parents auraient déjà défini avant votre naissance? Et je pense aussi c'est qu'après les enfants doivent, pas qu'ils doivent, mais ils doivent vivre avec la pression de répondre aux attentes de leurs parents, de répondre à ce que les parents voulaient d'eux, ce que les parents avaient prévu d'eux. Vous considérez-vous comme l'image parfaite que les parents ont exigée de vous? Je veux dire, à quelque part, là, vous devenez tranquillement des adultes, vous prenez vos décisions, vous connaissez, vous respectez vos limites. Croyez-vous que ce ne serait pas la même chose d'un enfant qui serait né d'un embryon à partir desquels il y aurait des souches manipulées, qui n'aurait pas éventuellement accès à cette émancipation-là, de dire, ben, voici ce que je suis, puis éventuellement il prendrait ses décisions. La différence, c'est qu'il ne serait pas né trisomique. Mais peut-être qu'il aurait l'impression de prendre ses propres décisions, mais ces décisions seraient génétiquement conditionnées parce que ses parents ont voulu. Dans le cas du violon, C'est pas que ces décisions seraient génétiquement prémodifiées, enfin prédéfinies. Ça, je pense pas que ce soit vrai, personnellement, qu'on puisse définir une personnalité à l'avance. Mais ce qui vraiment serait dérangeant, ce serait que simplement on naisse comme si on était quelque chose dont les parents avaient choisi les caractéristiques pour que ça leur plaise. C'est-à-dire qu'on serait né pour les parents et non pas pour soi. Ça, c'est à mon Et je pense d'autant plus, je trouve que ce que tu disais, Sandrine, et sur le cas du violon, si justement il y a une transformation génétique pour avoir des capacités au violon, je ne sais pas quoi, mais que finalement la personne décide de s'en aller par les sciences ou s'en aller par... Ça ne dérangerait pas. Ça ne dérangerait pas. Non, mais je suis d'accord, là, avec Tanguy, à ce moment-là, vient une pression familiale de... Écoute, on a fait la transformation génétique Pour ça, et c'est pas ça que Je peux me permettre quelque chose? La pression familiale sera toujours là, de toute façon. Mais C'est-à-dire là, que l'enfant naisse ou pas. C'est eux qui régent, c'est ceux qui ont violence, ils sont clairs. Ouais, alors que là, il sera bon. attendez, C'est juste pour rebondir sur l'impact psychologique, c'est que souvent on se dit t'es fait pour ça, comme parce qu'on se rend compte que la personne aime ça, sauf que là l'expression t'es fait pour ça, ça va prendre un autre sens. T'es fait pour ça. être comme ça. Mais parce que Il l'impact a ses propres décisions. toutes les aptitudes où on est plus ou moins bon, c'est aussi une question de culture et d'éducation. Donc, un virtuose du violon, ça va être aussi parce qu'il a été baigné depuis sa plus tendre enfance dans le violon. C'est pas seulement parce que c'est écrit dans ses gènes. Oui, mais tous les virtuoses du violon ont déjà des prédispositions physiques. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en troisième, on avait vu un approche analogique de grands compositeurs où on voyait que quasiment 60% des enfants jouaient d'un instrument extrêmement bien et 40 étaient virtuoses. Donc, et c'est pas forcément un gène qui se transmet. Si tu prends l'exemple de Rachmaninov avait très probablement un syndrome, le syndrome de Marfan, qui fait qu'il a des mains anormalement grandes et
ça fait des problèmes cardiaques aussi. Sauf que si on décidait d'avorter, de sélectionner les enfants qui n'ont pas ce syndrome-là, on n'aurait pas eu un génie comme Rachmaninov, par exemple. Mais là, c'est pour ça aussi qu'il y a toute une réglementation. On aurait eu des génies comme Mozart, par contre, qui n'avaient pas les mains grandes, mais qui étaient un peu Maintenant, la sélection et tout, c'est seulement pour les maladies.